Si je te parle d'américaine, à quelle marque tu vas penser? Moi, Dodge. Pontiac. Et ça me dit quoi, Pontiac? Ouais, c'est vrai. Générique. Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Gearshift. Aujourd'hui, on va parler de Pontiac. Comment tu vas, Martin? Moi, ça va très bien. Très longtemps que j'avais envie de refaire une vidéo, je sais pas toi. Moi aussi. Bon, pour ceux qui n'auraient pas compris, on va parler de Pontiac. Avant de vous parler de Pontiac, on va vous parler de ce monsieur-là, William Crapaud Durant. Ce nom vous dit peut-être rien, et pourtant, pour la petite anecdote, c'est lui qui a inventé le nom frigo, frigidaire. Et moi. Oui, c'est lui, en 1918. Ce mec, il est né en 1861, c'est un Américain, et comme tous les Américains, il rêve de faire du kiff. En 1890, il abandonne très vite ses études à l'âge de 17 ans, et il se lance dans la fabrication de voitures à cheval. On appelle ça des calèches. Ah bon? Oui. Hein? Dictionnaire. William devient assez vite très riche, à tel point qu'à 40 ans il est millionnaire, et il va se mettre à exploiter une nouvelle opportunité, l'automobile, mais sans chevaux cette fois. Et oui, Xavier. William, c'est l'un des premiers à comprendre le bénéfice de concevoir plein de modèles de voitures différentes à partir de la même base. Comme Peugeot, la 107, Toyota, la Aygo et la Citroën, c'est ça? C'est exactement la même Exactement voiture. la même voiture. Et aujourd'hui, c'est totalement normal de faire ça, tout le monde fait ça. Même le luxe, en fait, il y a même Audi et Lamborghini avec la R8. C'est la même, c'est une Huracan ou une R8 comme vous voulez, c'est tout c'est pareil. Une Little Design 0 no. Ça. Notre cher William, il va en 1904 chez une entreprise que vous connaissez sûrement qui s'appelle Buick. Buick en 1904, je résume grossièrement, 3 mecs dans un garage qui fabriquent 37 voitures par an. Oh oh, alerte au Google. William débarque en 1904, en 1907, la marque produit 8000 véhicules par an. Nous sommes en 1907 aux États-Unis, c'est plus que la production de Ford et Cadillac réunis. Vous vous doutez, après ça, le mec devient encore plus riche. À tel point qu'en 1908, il pète un boulon et il se décide de racheter Oldsmobile. Oldsmobile, c'est une marque qui vous parle peut-être. C'est pas très connu en France, on en voit très rarement. Étant donné que c'est gros, c'est long, c'est large et tu peux la garer nulle part dans Paris. Et en plus, t'as pas le critère, ça c'est dommage, hein. Bah ouais, logique. Et une fois qu'il rachète Oldsmobile, il se décide de fonder un groupe où il réunirait toutes ces marques pour former l'entreprise la plus puissante du monde à l'époque, General Motors. Puisqu'il se rend compte qu'il a beaucoup d'argent, il rachète 25 autres marques. Ça fait beaucoup là, non? Dont 2 marques que vous connaissez sûrement, Cadillac et Oaklands. Et là vous allez me dire, c'est quoi Oaklands? En fait, c'est Pontiac, mais faut pas le dire. C'est Pontiac. En tout cas, l'ancêtre de Pontiac. C'est pour ça qu'on vous parle de ce bonhomme-là, c'est parce qu'en fait, il est à l'origine de Pontiac tel qu'on le connaît aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus vraiment de Pontiac aujourd'hui, surtout en Europe. Et on arrive en 1910. En 1910, il y a une voiture que vous connaissez, c'est sûr, 100% vous la connaissez, la Ford T. La Ford T, c'est la première voiture qui est assemblée à la chaîne, c'est-à-dire par des mécanos qui travaillent toute la journée sur le même truc, par monsieur Henry Ford. Henry Ford, qui est le patron et l'inventeur du Fordisme. Et alors, la Ford T proposant un rapport qualité-prix exceptionnel, notre cher William se casse la gueule avec ses 28 marques environ. Donc 1910 c'est une mauvaise année pour William. Il n'est plus président du groupe General Motors en 1910. Je vous rassure, il n'est pas loin, il siège quand même au conseil de l'entreprise. En 1911, il va fonder une entreprise avec ce monsieur, juste son nom, Louis Chevrolet. Voilà, bah c'est avec lui qu'il fonde Chevrolet donc. Et son affaire avec Louis Chevrolet, qui est un ancien pilote, ancien mécanicien, et c'est un inventeur de génie. Avec lui, William va remonter une entreprise, Chevrolet, qu'il va intégrer par la suite en 1916 à General Motors. General Motors qui va aussi bien s'en sortir pendant la guerre, puisqu'ils vont fournir énormément d'armement.
Et donc en 1916, il redevient patron de General Motors et il intègre Chevrolet à General Motors. Chevrolet qui aujourd'hui est l'une des marques les plus importantes de ce groupe-là. Notre cher William, pas longtemps après, c'est-à-dire 4 ans, en 1920, il se refait virer de General Motors. Encore. Puisqu'à cause des revirements économiques de l'après-guerre, les résultats de l'entreprise General Motors sont très mauvais. Ce qui fait que William se refait virer et ne reviendra plus jamais chez General Motors. Tu dégages! La suite pour lui, c'est que au fur et à mesure, il fonde d'autres petites entreprises, plus ou moins grosses, et il va finir sa vie très très endetté. Mais il restera quand même gravé dans l'histoire pour avoir inventé un gros système économique autour notamment de l'automobile. Est-ce que vous voulez qu'on parle un peu Avec William, Qui est William? C'est lui. Donc lui c'est William? Oui. Et lui ce n'est pas William? Non. moi je veux savoir ce que. Puis Où ça en est avec Pontiac, voilà. Hein. Auckland. Pontiac. Bon bah, je vais expliquer. Non, je vais expliquer. Auckland devient Pontiac en 1926. Voilà, je te laisse faire. Ouais. Hein. Elle revient plus, hein. Je rêve? On me cherche? Qu'est-ce que ça, toi? Qu'est-ce que t'as? Tu veux que je te bide la tête? Pontiac est fondé en 1926, issu de General Motors. Pontiac fait référence à un chef autochtone de la tribu des Outaouais qui vivait donc à Détroit, lieu d'origine de l'entreprise. La même année, Pontiac sort son premier modèle, donc en 1926, la série 627. Elle a été un succès commercial parce qu'elle a été produite à 75 000 exemplaires. Ça s'explique par son prix, parce qu'en fait, avec son prix, elle proposait un 6 cylindres au lieu des 4 cylindres à l'époque pour le même tarif. Donc c'était une voiture très plaisante pour les gens qui avaient de l'argent de s'acheter une voiture. Mais attention au niveau rendement, bon voilà, on est sur un 3 litres 1, 6 cylindres, et là vous allez me dire, oh, ça devait avancer, ça fait 40 chevaux. Comment ça, mon ref? La série 627 a été remplacée en 1929 par sa grande sœur, la Dix-X, la même voiture mais en plus gros, plus puissant, plus gros. Comme 1929, on a le crash boursier qui fait du bien à personne, hein, globalement, voilà, on va pas se mentir. Bah ouais, logique. Ça met un petit coup à Pontiac. En 1929, bah, logiquement Pontiac est touché, mais persévère. Et c'est en 1933 que Pontiac réitère son expérience et propose un 8 cylindres en ligne, mais c'est le 8 cylindres en ligne le moins cher du marché. Ainsi voit le jour la Pontiac 8, donc la Pontiac à 8 cylindres, la moins chère du marché. Hein. Globalement, il n'y a pas moins cher. Bon, par contre, niveau rendement, c'est pas trop ça. Hein. On est toujours sur un moteur qui fait 3,7 2 cylindrés, qui propose 77 chevaux. C'est mieux qu'avant. Mais c'est toujours pas fou, hein, globalement. Et Pontiac, en fait, j'ai l'impression dans leur histoire, c'est vous voulez un gros moteur, pas cher, oui, mais vous aurez pas de puissance. La Pontiac 8 a été produite à 90 000 exemplaires jusqu'en 1954, où là, la plus grosse déclinaison possible, c'était la 4 litres 4 en 8 cylindres, toujours. Mais le rendement 127 chevaux, hein, ouais, toujours pas fou, vous excitez pas, c'est pas fou. Hein. Mais c'est de la merde! Je vous ai dit que la Pontiac 8 a été produite jusqu'en 1954, mais il y a eu un arrêt entre les deux, puisqu'évidemment, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, et l'armée américaine entre en guerre en 1942 et Pontiac stoppe ses activités d'automobile le 2 février 1942. Comme tous les constructeurs à cette époque, ils construisent de l'armement, du matériel militaire. Suite à ça, Pontiac, ils savent pas trop où ils sont dans les années 50. Tous les modèles, ils ressemblent quasiment tous à ceux de Chevrolet et Oldsmobile. La marque devient vieillissante et les gens sont de moins en moins attirés par Pontiac. Les gens dans les années 50, ils veulent du renouveau. Pontiac décide donc de mettre le cap sur des voitures plus sportives, plus basses et plus larges, pour que ça plaise à la jeunesse, pour que ça plaise aux gens qui veulent quelque chose de nouveau. Ils font exactement la même chose que toutes les marques de l'époque faisaient, des lowriders. Là, on peut vraiment comparer deux voitures. On a la Pontiac Silverstrike de 1950, regardez la forme, voilà, et la Pontiac Starship de 1960. En 10 ans, on a eu un gros changement d'identité, quoi. Et on a aussi la flèche qui apparaît, la flèche rouge que tout le monde peut connaître aujourd'hui pour ceux qui s'intéressent à Pontiac. Ce qui aide ça au renouveau, c'est que Pontiac recrute en 1957 un nouvel ingénieur, un ingénieur brillant, jeune, qui s'appelle John Zachary DeLorean. On en reparlera dans un autre épisode de celui-là. En 1957 sort sous son impulsion la Pontiac Bonneville, la première voiture de Pontiac équipée d'un système à injection conçu par des Français. Sous son capot se cache un V8 de 6 litres de cylindrée qui développe 255 chevaux. C'est mieux qu'avant, mais niveau rendement, c'est toujours pas trop ça. Hein. Après, bon, les Américains, faut pas leur demander d'avoir des gros rendements. Suite à ça, Pontiac s'engage dans les années 60 en Trans-Am et en NASCAR. Les résultats sont mitigés.
Pontiac ne performe pas vraiment, mais Pontiac n'est pas nul non plus. Donc on se souvient quand même du nom de Pontiac dans la course automobile. Et c'est là que naît la Pontiac GTO. La Pontiac GTO, pour ceux qui connaissent, elle sort en 1964 et c'est considéré comme la première muscle car de l'histoire. Les muscle car, c'est quoi? C'est un mode de voiture puissante, performante et en ligne droite, hein, globalement. C'est lourd, c'est bateau, et voilà. Mais c'est puissant, et ça marche. Donc la GTO, elle plaît énormément aux Américains et aux jeunes parce que c'est une voiture qui a de la gueule, qui est puissante, qui marche et qui dépose tout le monde, hein, globalement quand elle sort. Sauf qu'en dans les années 1970, il y a un truc qui va mettre un gros terme à tout ça, c'est la crise pétrolière. Je sais pas si vous savez, mais des V8 ça consomme. Hein. Donc littéralement, le marché s'écroule. Je rigole. Je suis un américain, ouais, dans ma Pontiac GTO. Et là j'ai pas plus parce que boîte 3. Et c'est pour ça crise pétrolière du coup. Sortez-moi de là! Du coup, il m'a remplacé, il est méchant. Vous connaissez cette Pontiac? C'est la Trans Am. La Trans Am sort en 1969. Et elle a un succès, malgré sa gueule à tomber par terre, elle a un succès mitigé, étant donné qu'à cause de la crise pétrolière, le prix du baril augmente drastiquement. Ce qui fait que les gens ont moins tendance à acheter des voitures qui font entre 20 et 35 litres au 100. Dans les années 80, Pontiac comprend l'importance de diversifier sa gamme et va commencer à ajouter des modèles familiaux tels que la J2000 dans sa gamme pour étendre sa clientèle. Et Pontiac va décider d'ajouter des coupés de place tels que la Pontiac Fiero. La Pontiac Fiero, c'est un peu construit comme une Ferrari, c'est-à-dire propulsion, coupé de place, moteur en centrale arrière. La recette gagnante des années 80. Bon, et puis en 1990, il y a ce truc-là. C'est la Pontiac Transport. T'es moche comme un cul de singe. C'est écrit transport, mais c'est plus transport, pour le coup, je sais pas pourquoi. Le début du déclin de Pontiac, c'est les années 2000, alors que toutes les gammes et toutes les marques internationales ont tendance à se renouveler. Pontiac propose toujours des modèles qui vieillissent année après année. Ce qui fait que Pontiac arrête au fur et à mesure des bons modèles, des modèles qui se vendaient bien, car les modèles n'évoluant pas, les gens intéressés par ces modèles en avaient déjà tous acheté une, et ils n'arrivent pas à séduire plus de clients. Donc, la Fiero, la Firebird, la Trans Am s'arrête dans les années 2000, et ils recommencent à lancer des modèles un peu moins personnels, des modèles plutôt atypiques qu'on ne voit jamais sur les routes normales. Je vous présente la Pontiac Aztec. Mais très moche. Et je vous présente la Pontiac Vaille. Waouh! Mais pour attaquer le marché européen, un marché qu'ils ont toujours eu un peu du mal à conquérir, Pontiac a décidé de sortir la Grand Prix GTP. La Grand Prix GTP, c'est une traction avec un V6 à l'avant, qui est plutôt pas très commun pour une voiture américaine. En 2008, on a la crise des subprimes, une grosse crise qui a fait beaucoup parler et qui a mis dans le mal plein d'entreprises. Pontiac en a énormément souffert et en 2009, c'est la cata, c'est la fin, Pontiac ferme ses portes officiellement. Pontiac n'est jamais revenu. Pour les marques, ça fera partie de ces marques qui ont quand même marqué l'histoire pendant presque 100 ans. Ils ont fait des modèles un peu concons qui sont sympas, quoi. Du coup, ça reste, quoi. Bon, merci de nous avoir regardés, en tout cas. N'oubliez pas le pouce bleu, la cloche. Abonnez-vous!